on a une petite heure, donc l'idée c'est de faire 30 minutes à 45 minutes de présentation, on va dire, et puis pour laisser la place à des questions. L'idée vraiment c'est que ce soit une petite heure interactive. Je ne vais pas vous bassiner, l'idée n'est pas de vous bassiner, mais l'idée est que vous repartiez avec une boîte à outils. Le sujet, il est pas très marrant. Enfin, si, il est chouette dans un sens, mais moins marrant de l'autre. Donc, on va parler du départ d'un associé, mais également de l'arrivée. Donc, ça, c'est souvent un sujet plus sympa. Mais le départ ou arrivée d'un associé, comment anticiper les conséquences? Donc, notre fil rouge, en fait, il va être le suivant. C'est de dire, vous êtes amené à envisager l'intégration d'un nouvel associé ou vous subissez le départ d'un associé. Quelles peuvent être les choses que vous pouvez mettre en place par anticipation pour faciliter les choses ou limiter les dégâts? C'est vraiment notre fil rouge de ce midi. Voilà. J'ai préparé un petit support. Alors, si je ne vois pas les mains levées ou les questions, Thomas, n'hésitez pas à me faire signe. Voilà, je fais un signe. Voilà. Et, donc, j'ai préparé un petit support que l'URML pourra vous transmettre. Voilà, ça a le mérite de cadencer un peu la réunion. Alors, je vais voir si j'y arrive parce que je ne suis pas non plus une experte. Donc, en général, c'est partagé. Donc là, ça va aller. Et je pense que ça va être bon. Et vous allez me dire si vous voyez mon support, s'il est sur une seule page ou pas. Oui, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon, il est assez gros? Oui. Oui. Bon. On peut faire mieux, peut-être. Ça va aller ou pas? Ouais? C'est Oui. lisible. Oui. C'est lisible. Les textes sont écrits très gros. Donc, notre sujet, je vous l'ai présenté. On va... Dans l'ordre des choses, ce que je propose, c'est d'abord de se concentrer sur l'intégration d'un nouvel associé. Et quelles clés je peux vous donner, que je peux vous proposer? Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas d'autres, mais j'en ai choisi quelques-unes. Et puis après, le deuxième sujet, on ira sur le départ d'un associé. Qu'est-ce que je peux anticiper? Comment je peux le gérer? Voilà. Donc, l'intégration de nouveaux associés. Alors, moi, j'aborde on va souvent assez naturellement sur le sujet. Bon, alors le schéma juridique, comment je peux faire, etc. Mais avant, on voit bien que le contexte n'est pas évident, le contexte économique. Voilà, c'est pas forcément facile d'intégrer de nouveaux associés. Les jeunes se posent un certain nombre de questions. Et donc, ce qui est bien, c'est de tenir compte du fait que y a quand même des données que vous ne maîtrisez pas. Il y a le contexte de la médecine et puis il y a cette génération X, Y et Z, pardon, où ils n'ont plus toujours les mêmes priorités que ce qu'on a pu nous avoir, à savoir que la priorité de travail n'est peut-être pas toujours en première ligne, ou s'il y a une valeur travail importante, il faut qu'elle soit à égalité avec une valeur famille ou une valeur amie. Alors, vous allez dire, ouais, bon, super, la présentation de ce midi, mais en fait, ça a beaucoup d'importance dans votre manière d'aborder un nouvel associé qui est d'une génération plus jeune. C'est que les priorités ne sont pas toujours au même niveau. Et en fait, vous devez tenir compte de ça. Parce que si vous avez toujours mis en priorité la donnée de travail, voilà, vous risquez d'en perdre quelques-uns ou certains médecins risquent d'avoir peur en fait par rapport à votre mode de fonctionnement. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut tout accepter, mais c'est une donnée que vous devez prendre en compte. Après, les questions que vous devez vous poser avant l'aspect juridique, parce que je vais beaucoup vous parler du juridique, c'est quand même mon dada, c'est aussi qu'est-ce qui fait qu'un nouveau médecin aurait envie de venir travailler dans votre structure ou qu'est-ce qui ferait peur à ce nouvel associé? Parce que moi, j'ai beaucoup de médecins qui me disent ouais, de toute façon, on ne trouve pas. Comment est-ce qu'un médecin peut préférer venir chez nous plutôt que chez le voisin? Il y a tellement de propositions et tellement peu de médecins que c'est compliqué.
Bah oui, mais votre cabinet fait forcément la différence sur quelque chose. Et en fait, vous ne devez pas vous concentrer sur ce que vous n'avez pas, mais sur ce que vous avez. Est-ce que, voilà, au cabinet, c'est vous privilégier la bonne entente, bah, faut le mettre en avant. Est-ce que vous privilégiez des locaux sympas, un peu cocon, bah, mettez-le en avant. Alors, même chose, on n'est pas encore sur les aspects juridiques, mais c'est extrêmement important que vous mettiez en avant, en fait, ce qui fait la différence au sein de votre cabinet. Voilà. Donc, il faut que vous fassiez absolument un petit peu d'introspection. D'autant plus, on est obligé de le faire parce que vous êtes dans une situation où souvent vous avez quand même beaucoup de difficultés à trouver quelqu'un qui vient au sein de votre cabinet. Donc, je vous ai fait, enfin voilà, là vous le verrez, mais vous le ferez ou vous le ferez pas. Moi, je vous invite à le faire avec vos associés, si vous êtes en association, de faire un peu d'introspection pour en fait bien réfléchir à ce que votre cabinet il a en plus et vraiment marteler ça auprès des jeunes, des moins jeunes, mais des nouveaux associés qui voudraient vous rejoindre. Alors, dans le fil rouge aussi, qui est important, c'est que il faut que vous réfléchissiez à la manière dont vous souhaitez intégrer de nouveaux associés et surtout, en fait, que vous ayez bien en tête toute la palette des outils que vous pouvez avoir d'un point de vue juridique pour intégrer ce nouvel associé. Et l'intégration d'un associé, en fait, ça peut passer par une phase probatoire où ce nouvel associé va dire moi, je sais pas, moi, si je vais me plaire au sein de ce cabinet, donc je peux pas savoir, mais j'ai besoin de tester, j'ai besoin d'y être. Et donc, en fait, souvent, vous n'avez pas toujours bien en tête tous les contrats qui peuvent exister, qui peuvent vous faciliter les choses en disant bah, viens essayer, viens tester chez nous. Et bien évidemment, l'idée c'est qu'il a envie d'y rester. Et c'est bien que vous ayez en tête tous les dispositifs qui existent. Donc, je vous ai fait, et donc pour moi, cette période de pré-association peut être une vraie clé pour justement donner envie à ce futur médecin de venir vous rejoindre. Donc, là, considérez que ça fait partie du process d'intégration. Alors, je vous ai fait un petit schéma. Vous pourrez le reprendre, même vous à l'URML, si vous voulez le reprendre. Je trouve qu'au moins il est coloré, c'est sympa. Voilà. En une diapo, vous avez tous les différents dispositifs qui peuvent exister. Moi, j'appelle ça et qui peuvent vous servir dans le cadre d'une pré-association. Alors, il y a des choses que vous connaissez parfaitement, je ne vais pas y aller. Le remplacement, bon, même si le remplacement n'est pas destiné à être un schéma de pré-association, quand vous avez quelqu'un, un jeune qui vient vous remplacer régulièrement pendant l'été, bah, ça lui donne envie de revenir. Vous avez la collaboration libérale que vous devez connaître aussi. Ce que vous connaissez moins, le statut salarié, alors j'entends, ça coûte cher, donc c'est souvent pas la première hypothèse que l'on retient, mais ça peut être une hypothèse. Et puis, il y a deux contrats qu'il faut connaître aussi, l'adjuva, puis après je vais m'arrêter un petit peu sur cette diapo, puis je vais voir si vous avez des questions. L'adjuva et l'assistana sont des contrats qui étaient un peu mis au placard ces dernières années et qui sont revenus sur le devant de la scène avec le Covid. Ça se situe entre le remplacement et la collaboration libérale. Le médecin peut venir en plus, c'est-à-dire que ceux qui sont au cabinet ne sont pas obligés d'être absents, mais ça fonctionne comme un contrat de remplacement quand même, bien que le titulaire n'est pas obligé d'être absent, et c'est des contrats temporaires, 3 mois éventuellement renouvelables, qui doivent être autorisés par le Conseil de l'Ordre. Ok, mais ils sont, au moins en Loire-Atlantique, ils sont ultra souples aujourd'hui, au regard de la pénurie souvent de médecins. Et la différence entre l'adjuva et l'assistana, c'est juste qu'il y en a un qui est aisé, l'autre non. Voilà, mais c'est exactement le même système. Et le dernier sujet, le petit onglet bleu foncé, moi j'insiste parce que ça a fait une grosse différence, notamment moi dans un groupe de médecins spécialistes, parce que chez les médecins généralistes, vous connaissez le fait d'accueillir des internes, donc ça vous connaissez déjà. Par contre, chez les médecins spécialistes, je ne sais pas si on en a autour de la table, autour de l'écran. Oui, oui. Ouais. Oui.
Voilà, donc chez les médecins spécialistes, ça se pratique moins ou ça dépend des disciplines. Moi, dans une spécialité ophtalmologie, dans un groupe, ça a fait la grosse différence. Ils ont intégré, ils se sont positionnés comme étant pouvant accueillir des internes. Ça a été autorisé et ça a fait la grosse différence puisque ces internes, quelques années après, sont revenus travailler avec ce groupe. Donc, interne, oui, pour les médecins généralistes, mais sachez qu'il y a, alors en dermatologie, ça existe, je le sais, en ophtalmologie aussi. Après, voilà, moi, je n'ai pas eu forcément d'informations sur toutes les disciplines. C'est vraiment un élément en plus. Alors, par rapport à déjà ce schéma, ça vous parle, tout vous parlait? Vous étiez conscient d'avoir toute cette palette ou pas? Non? Pas de questions à ce stade. Pas de questions? Faut continuer. Donc, je continue? Oui. Ensuite, donc là, moi, où je vais aller, c'est partons du principe que vous avez cet associé qui a envie de vous rejoindre dans votre groupe. Et en fait, à quoi vous devez faire attention dans le cadre de cette intégration. Alors, les sujets, pour moi, importants à se poser, c'est quels sont vos modes comment vous allez fonctionner ensemble, les aspects financiers, parce qu'on a beau dire, de toute façon, quand on se fâche, c'est pas que pour ça, mais ça peut être beaucoup pour ça, sur les aspects financiers. Et puis, donc, les schémas juridiques qu'on peut retenir. Alors, quelquefois, vous avez déjà votre schéma juridique, donc vous n'allez pas, si vous êtes déjà un groupe de spécialistes en société d'exercice libéral, ben, vous êtes en société d'exercice libéral, on ne va pas forcément révolutionner les choses. L'idée là que je vais vous présenter, je vais essayer de vous présenter plusieurs schémas qui collent. Vous allez forcément vous y retrouver dans l'un ou l'autre. Peut-être que vous avez déjà ce schéma-là. Et l'idée, c'est d'accentuer sur certaines questions que vous devez vous poser. Peut-être que vous ne vous êtes jamais posé et que moi, je vous invite à vous poser dans le cadre de l'intégration d'un nouvel associé. Alors, parmi les schémas qu'on peut avoir, on a beaucoup ce schéma-là pour les groupes de médecins généralistes, certains groupes de médecins spécialistes, où on va avoir des médecins qui sont indépendants les uns des autres et qui vont avoir une société civile de moyens pour le partage de leurs moyens communs. Bon, ok. Donc, si on est dans ce schéma-là et que vous intégrez un nouvel associé, il faut impérativement que vous vous posiez certaines questions. Parce que peut-être que vous fonctionnez comme ça depuis des années, peut-être que vous ne faites pas forcément attention à vos règles juridiques parce que ça a toujours bien matché entre vous. Par contre, là, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas se reposer des questions à certains moments et notamment quand vous intégrez un nouvel associé. Alors, vous voyez, sur une diapo, vous avez également la quasi-totalité des points de fâché. Voilà, donc si vous êtes en mesure de vous poser ces questions et d'y répondre, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Donc, quand vous intégrez un nouvel associé, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de choses que vous devez vous poser. Je vais commencer par l'aspect financier. Quelles sont vos clés de répartition de vos charges? Alors là, je parle d'un partage de moyens. Je vais aller sur un partage d'honoraires après pour ceux qui sont en société de fête ou en SEL. Pas de souci, je vais y venir. Donc, notamment, quelles sont les clés de répartition entre vous, entre associés, sur les charges communes? Vous allez dire, oh, bon, on fait égalité. Bah oui, très bien, bon, ça me va. Est-ce que c'est écrit? Bah, je sais pas. Qu'est-ce qui se passe s'il y a un associé qui est malade? Est-ce qu'il continue à contribuer aux charges de fonctionnement? Ce jeune associé, enfin ce jeune, dans la fonction, ce nouvel associé, peut-être que lui va souhaiter travailler à temps partiel chez vous parce qu'il a une autre activité ailleurs, il garde une activité à l'hôpital, il garde... Donc, comment vous faites sur les clés de répartition? Est-ce que c'est forcément à égalité? Ou est-ce que vous réfléchissez à une clé de répartition des charges? C'est sûr, s'il est là que 2 jours par semaine et vous êtes là 4 jours par semaine, il va peut-être avoir du mal à contribuer au même pourcentage que vous. Bon, et bien ça, il faut que vous ameniez le sujet parce que alors, lui, il va certainement l'amener, mais c'est vraiment très important que vous soyez clair là-dessus.
De même, ce qui peut poser problème aussi, donc autant l'anticiper, c'est si vous avez un fonctionnement avec donc une pyramide des âges au sein de votre cabinet assez élevée, et donc avec des départs prochains d'associés. Et donc, ça peut angoisser un peu votre nouvel associé en disant, ah bah oui, mais qu'est-ce qui va se passer si un tel et un tel s'en vont sous 2 ans, il y a quand même beaucoup de charges au sein du cabinet, il y a des salariés qui sont là depuis très longtemps, qu'est-ce qui va se passer? Bah, moi, je vous invite, en fait, à prendre le problème à bras-le-corps et à y répondre par avance. Parce que ça, par exemple, ça peut être quelque chose qui peut faire fuir un jeune associé par peur, alors que si vous anticipez le sujet et que vous le travaillez, ben en fait, il ne va plus avoir peur parce que le sujet, il est vu. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme sujet? On peut avoir un jeune qui dit, bah oui, mais comme il y a 2 associés qui partent dans 2 ans, on va avoir trop de personnel de secrétariat, donc on va devoir se séparer de personnel de secrétariat. Donc, il y a un licenciement. Donc, ça va coûter. Mais moi, je viens d'arriver. Donc, il va falloir que je paye combien? Et donc, ayez anticipé, on parle d'anticipation hein, dans le titre du webinaire, anticiper en travaillant là-dessus. Est-ce que c'est les anciens associés qui payent plus parce qu'ils ont été plus là pendant plus de temps avec ces salariés qui vont potentiellement ne pas rester au cabinet? Est-ce que c'est, voilà, il y a une prise en charge également par les associés qui vont partir, même si à la date de leur départ, les salariés ne sont pas encore licenciés ou que leur contrat ne sera pas rompu. Et ça, anticiper ces sujets-là. Quoi d'autre aussi? Alors, je vois qu'il y a déjà une question dans le chat. C'est une question qui portait sur les contrats, la diapo précédente. Est-ce qu'il existe des contrats types, notamment en termes de collaboration ou d'assistanat? Alors, existe-t-il des contrats type recommandé ou recommandable? Ah oui, alors, il y a des modèles sur le site, je ne vais pas prêcher pour ma paroisse, donc, il y a des modèles qui sont proposés par le Conseil de l'Ordre, Conseil départemental et Conseil national. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne base de travail. Par contre, ces contrats de collaboration ne doivent pas être pris comme étant une fin en soi. Par exemple, je viens juste insister sur le contrat de collaboration. Le contrat de collaboration, vous ne pouvez pas mettre une clause de non-concurrence à votre collaborateur. Alors, beaucoup vont me dire, c'est pas grave, je m'en fiche s'il se réinstalle à côté. Bah, très bien, dans ces cas-là, c'est pas grave. Mais, par exemple, si vous avez besoin voilà, d'arbitrer un peu là-dessus, bah, le contrat va vous donner le modèle de contrat, ça n'est qu'un modèle. Donc, si vous avez des questions complémentaires, bah voilà, faut aller plus loin. Par contre, c'est quand même une bonne base hein, sur le Conseil de l'Ordre des médecins. Vous avez quand même une bonne base de modèle de contrat. Donc, vous pouvez vous inspirer. J'ai répondu à la question, docteur Pinault? Il est parti. Pardon, oui, oui. Bah, pour eux, c'est ça. Parce que la collaboration, c'est pas facile pour savoir comment on répartit les choses. C'est toujours Comment? comment on répartit Les charges. Les comment on charges. intègre la personne progressivement. C'est-à-dire que je ne sais pas si les contrats réfléchissent bien au fait que quand on arrive, on n'a pas une activité nécessairement très importante tout de suite. Et on a Ouais. comment répartir les charges? Est-ce qu'il y en a une clé de charge, etc. Enfin bref, il y a Ouais. plusieurs questions techniques et je pense que c'est très important qu'il y ait des contrats qui tiennent compte de ça. Ouais, alors là, vous n'aurez pas ça dans le modèle de contrat. Hein, voilà. Par contre, ce qui peut être fait, je vous donne quelques tuyaux. C'est sûr que si vous avez un jeune qui arrive qui n'a pas beaucoup d'activité, vous pouvez indiquer, par exemple, un pourcentage de redevance sur, par exemple, son chiffre d'affaires. Donc lui, ce collaborateur, bah, il est certain qu'en fait, ça ne va pas être rédhibitoire pour lui et qu'il va avoir un reste à vivre suffisant. Voilà. Vous savez que peut-être bah, le pourcentage de redevance qu'il va vous verser, bah, ça va couvrir, c'est mieux que rien. C'est pas autant que vous aimeriez, mais au départ, c'est pas mal. Donc le pourcentage de chiffre d'affaires, ça permet au collaborateur d'avoir un reste à vivre proportionnel à ce qu'il facture. Et ce que vous pouvez faire, le deuxième point que moi je vous invite à faire, c'est de dire, vous faites par exemple une première période d'1 an,
disant bah, on se laisse un an, ou on se laisse 6 mois, on se laisse un an. Et il y a moi, ce que j'appelle une clause de revoyure. On est obligé de se revoir pour rediscuter de ce sujet avant la fin de la période d'un an, parce que tu auras augmenté ton activité, donc on pourra changer les choses et mieux se positionner. Moi, je vous invite à faire ça. Oui. Parce qu'effectivement, dans les questions après, c'est qu'il est utile après qu'il y ait un plafond. C'est-à-dire que après, il y a puisque vous dites, Ouais. effectivement, je suis d'accord sur le fait qu'il faut revoir et que au bout d'un certain temps, si l'activité de la personne augmente bien, que tout le monde puisse payer à peu près les mêmes charges. Je veux dire qu'il y ait une clé Ouais. correcte et pas qu'avec la proportion, ça passe au-delà des autres, quoi. Ouais. Alors, vous pouvez en effet, donc, moi je trouve que le pourcentage en fonction du chiffre d'affaires pour un jeune je dis un jeune, hein, mais dans la fonction qui vient d'arriver, ça a le mérite en fait de ne pas lui confisquer trop de sous. Voilà, si vous voulez lui mettre le pied à l'étrier, c'est plutôt bien. Et en effet, on peut imaginer mettre un plafond au-delà duquel, ou alors un montant de redevance plus faible. Ça peut être ça aussi. Voilà, ça, c'est des outils qui fonctionnent plutôt bien. Garder, à mon sens, donc ça, on n'est pas toujours très d'accord avec le Conseil de l'ordre, mais moi, c'est plus l'angle fiscal et contentieux. Garder toujours, moi, je vous invite à garder dans le contrat de collaboration plutôt un pourcentage, en fait, du chiffre d'affaires, c'est-à-dire une redevance variable, même si vous mettez un plafond à un moment donné. Pourquoi? Parce qu'on a eu quelques contentieux sur le fait que le contrat de collaboration pouvait être qualifié en contrat de travail. Donc, pour éviter ça, garder ce système de pourcentage en fonction du chiffre d'affaires. Enfin, moi, c'est plus l'angle contentieux et éventuellement avec un plafond ou avec une diminution du pourcentage au-delà d'un certain seuil. Ça peut être ça aussi. On avance? J'ai répondu à votre question, pas, Dr. Oui, Pinault? oui, tout à fait. Ouais. Ok. Donc, sur ce partage de moyens, ce que je disais, c'est que donc je parlais des clés de répartition de charges. Je parlais également, alors on va en reparler dans le cadre de la sortie, d'un point sur justement qu'est-ce qui se passe si vous avez un associé qui part demain. Alors, vous intégrez un jeune, mais il y a peut-être des associés qui vont partir. Et qu'est-ce qui se passe sur les contrats en cours si vous devez vous séparer de salariés? Est-ce qu'il y a une disposition particulière dans votre contrat d'association au sens large qui dit que le retrayant, même s'il se retire à un moment donné, il sera tenu de contribuer, par exemple, à la rupture du contrat de travail, à la résiliation d'un contrat spécifique qu'on ne peut pas garder parce qu'on n'est plus assez d'associés. Et ça, ce que vous écrirez dans le contrat par rapport à la sortie d'un associé, c'est très précieux pour le nouveau qui arrive, qui se dit « Ah oui, mais comme ça, s'il y a des départs d'associés, moi, je sais que je vais contribuer pour ma quote-part, mais je ne vais pas devoir contribuer pour les 2 associés qui sont partis. Chacun va prendre ses responsabilités. » Autre chose aussi qui est très important dans cette association, c'est quand ces nouveaux associés ont besoin d'avoir voix au chapitre aussi, pouvoir participer aux prises de décision. Comment vous organisez les prises de décision? Qui décide pour le recrutement d'un salarié? Qui décide pour un nouvel investissement? Est-ce que c'est l'unanimité? Moi, j'aime pas trop l'unanimité, mais bon. Est-ce que c'est une majorité? Est-ce qu'il aura voix au chapitre? Est-ce que vous envisagez d'ores et déjà très rapidement de prendre un nouvel associé, un autre nouvel associé? Peut-être que lui, ça va lui faire peur. Donc, tout ça pour vous dire que quand vous envisagez d'intégrer un nouvel associé, faites un peu le point de vos règles juridiques que vous avez, que ce soit une SCM, on va voir d'autres schémas après, parce que il y a peut-être des trous dans la raquette ou des sujets qui n'ont pas été vus, parce que vous avez toujours fonctionné comme ça, et que le fait de vous poser les bonnes questions à un moment donné va être de nature à rassurer votre futur associé. Donc là, vous verrez la diapo, mais tous les sujets que moi j'ai rencontrés de difficultés, ils sont sur cette diapo. Si je suis chasse... Alors, attendez, ça ne veut plus. Si. Voilà. Maintenant, j'ai fait un peu le même schéma. Je ne sais pas s'il y en a qui sont en société de fête. Est-ce que autour de l'écran, il y en a qui sont en société de fête?
Ça n'intéresse personne? Oui, si, pardon. Docteur Guillosso, nous, on est en société de fait. Ouais. Moi aussi, Donc, vite fait. Donc, société de fait, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, la société de fait, c'est une sorte de société civile professionnelle, mais informelle, c'est-à-dire que les gens, vous êtes de quelle discipline? Médecine générale, Médecine générale. Vous mutualisez vos honoraires. non. Ah, donc vous êtes en SCM de fait, c'est ça, en partage de moyens, mais de fait, c'est ça? En fait, c'est ce que les anciens médecins qui sont aujourd'hui tous partis ont mis en place dans les années 90. Non, je vous entends pas. Vous C'est pouvez ce répéter? que, pardon, les anciens médecins qui sont aujourd'hui partis avaient mis en place dans les années 90. Ouais, d'accord. Une société de fait, mais on garde chacun nos honoraires. De moyens. Donc, en fait, c'est ce schéma-là de moyens, sauf que ce n'est pas une vraie société civile de moyens, c'est une société civile de moyens de fait. Donc, vous êtes sur ce schéma-là, c'est-à-dire que chacun garde ses honoraires. Exactement. OK. Donc, la société civile de moyens de fait, ce qu'il y a, c'est que souvent, alors je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, souvent, en fait, en étant en société de fait, on oublie beaucoup d'écrire des contrats. Donc, c'est encore, peut-être que ce n'est pas le cas chez vous et tant mieux, mais globalement, il faut vous poser les questions que vous avez là à l'écran, il faut vous poser ces questions-là et souvent, le point compliqué, c'est que en société de fait, on n'écrit pas beaucoup. Donc, Exactement. Là, aujourd'hui, on n'a aucun contrat. voilà. Donc, mais vous pouvez, en étant en société de fait, de moyens de fait, vous pouvez vous inspirer de cette diapo-là là, que vous avez à l'écran. Et si vous n'avez pas réponse à tout et que vous envisagez d'intégrer un nouvel associé, voilà, vous pouvez vous inspirer de ça et je vous invite à avoir des réponses à toutes ces questions et à les écrire. D'accord. Alors, ce dont je parlais dans la société de fait, mais je suis allée, en effet, je n'ai pas été très précise, la société de fait de cette diapo là que vous avez, c'est je mutualise, plusieurs médecins mutualisent leurs honoraires au sein d'une société de fait et partagent en fait un résultat commun. Donc, si personne n'est concerné par ça, je vais passer, sauf si quelqu'un se manifeste. Ça ne sert à rien que je perde du temps là-dessus. Si, il y a quelqu'un qui est concerné? Oui, moi, ouais. Oui. Ok, d'accord. Donc, vous êtes en société de fait? Oui. Quelle discipline? Cardiologie. Cardiologie. Ok. Donc, vous êtes plusieurs médecins à mettre sur un pot commun des honoraires pour expliquer à tout le monde. Et vous avez également une SCM ou pas à côté. Voilà. Et vous mutualisez donc vos honoraires, que ce soit les honoraires de consulte ou les honoraires chirurgicaux si vous faites un peu de chirurgie. Et vous répartissez un bénéfice. Donc, c'est une sorte de société d'exercice, mais qui n'en a pas la structuration juridique. C'est un contrat, qu'on appelle un contrat d'exercice en commun avec partage honoraire, qui régit ça. Donc là, moi, j'aime bien une société de fait, donc ce n'est pas un problème. Le gros défaut, c'est que quand on écrit mal les choses et qu'on n'écrit pas, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, quand vous intégrez un nouvel associé, on est toujours dans cette dynamique-là, je souhaite intégrer un nouvel associé au sein de la structure. La cardiologie, ce n'est pas toujours évident de trouver un nouvel associé. Il faut impérativement aussi sécuriser ce nouvel associé et qu'il sache que, voilà, il y a des règles qui existent. Il saura quelles sont les conditions de répartition de son bénéfice, quel code-part de bénéfice il va avoir, est-ce que c'est en fonction de son nombre de vacations, est-ce que c'est en fonction de son chiffre d'affaires, est-ce que c'est un mix des deux. Donc ça, c'est hyper important. Qu'est-ce qui se passe s'il est malade? Est-ce qu'il y a une solidarité entre associés? Est-ce qu'il continue ou alors est-ce qu'il faut qu'il prenne une assurance? Qu'est-ce qui se passe si au niveau de l'organisation de l'activité, est-ce que vous êtes interdépendants les uns des autres, s'il y en a qui bossent moins? C'est pas juste. Si on répartit à égalité, qu'il y en a qui bossent moins. Quand on est complètement indépendant sur son chiffre d'affaires, je bosse moins, je touche moins de bénéfices, pas un problème. Mais là, on est interdépendants les uns des autres, c'est-à-dire que s'il y en a un qui commence à pas trop bosser, mais qu'il a une quote-part de bénéfices identique à tout le monde, les voisins vont commencer à dire, dis donc, t'abuses. Bon. Donc, il faut régler aussi ce sujet, il faut écrire. S'il y en a qui sont secteur 1, d'autres secteur 2, ça peut être aussi problématique. C'est votre cas ou pas? Alors, en fait, moi, c'est pas vraiment. Enfin, c'est parce qu'on est deux, mon associé va partir et je voudrais justement arrêter la société de fait et repartir sur un autre type de contrat D'accord. avec Donc le futur associé.
D'accord. Donc mais vous serez tout seul alors à terme. Bah, je serai tout seul le temps de trouver, Oui. j'espère, un remplaçant pour mon associé. Il y a une règle en société de fait, c'est qu'une société de fait, c'est obligatoirement avec 2 associés. À partir Oui, du moment où vous avez un associé qui s'en va, la société de fait, elle est dissoute. d'accord, ok. Donc voilà, il faut juste gérer les conséquences de cette dissolution, pas que vous soyez le bec dans l'eau. S'il y a des contrats communs, des salariés, etc., il faut quand même gérer ce sujet. Mais votre société de fait, de toute façon, elle va disparaître je vais dire de fait, oui, elle Ah va oui. disparaître. Alors, c'est vrai que c'est plus cet aspect-là qui m'intéresse, c'est comment on fait pour clôturer. Enfin, Ouais, eh ben, je vais y venir après. Je n'avais pas prévu de voir ce sujet-là, mais on va le voir. Merci. Donc, société de fait, je passe. Alors, attendez. Et puis, est-ce que certains sont en société d'exercice? Par exemple, Non. en société d'exercice libérale? Non, personne? J'avais cru comprendre qu'il y avait. Il n'y a pas des anesthésistes? Non. Bon. Donc, je vous passe un petit message. C'est pareil, quand vous intégrez un nouvel associé au sein d'une société d'exercice libéral, là, il est très important de savoir quelles vont être les modalités financières de son intégration, quelles vont être les clés de sa rémunération, quelles vont être les conséquences de prise des décisions. Est-ce qu'on prend les décisions? Enfin, en fait, c'est toujours un petit peu les mêmes questions que vous devez absolument gérer en amont pour sécuriser votre nouvel associé. Je vais revenir sur la SCI après, dans le cadre du départ. Je vais aller sur le départ de l'associé et comment je peux anticiper, qu'est-ce que je dois faire. Il y a le départ prévisible et le départ subi. Donc, le départ prévisible, vous avez une pyramide des âges et vous savez que votre associé approche l'âge de départ à la retraite. Voilà, on sait qu'il va partir à un moment ou à un autre. Et puis, il y a le départ subi, une maladie, quelqu'un qui pète un boulard et qui décide de partir. Quoi qu'il en soit, en fait, vous devez impérativement, pour tout départ, quel que soit, gérer les sujets financiers. La question du suivi de la patientèle, ça c'est plus compliqué parce que vous n'êtes pas magicien. Voilà. Mais pouvoir vous dire les choses en amont. Et le sort des actifs détenus, notamment l'immobilier. Donc, les sujets financiers, on l'a déjà touché du doigt un petit peu. Vraiment, j'insiste, parce que ça, c'est vraiment très compliqué à gérer quand on n'a rien qui est écrit ou que c'est pas bien écrit. C'est que, par exemple, il faut prévoir un préavis de départ. Il faut que l'associé, certes, il a décidé de cesser son activité professionnelle, mais du jour au lendemain, il ne peut pas partir. Alors, c'est 6 mois, c'est 9 mois, c'est 1 an. Il faut que ce soit dans le contrat. Si vous êtes en SCM, par exemple, il faut que vous ayez une clause spécifique qui vous dise que, il y a bien un arrêté des comptes qui est fait à la date du départ effectif de l'associé et que si l'associé n'a pas assez versé dans la SCM, qu'il doit verser ce qu'il doit et qu'il ne peut pas partir comme un voleur sans avoir réglé les dettes qu'il a. Et ce qui est très important dans le cas de cet arrêté des comptes, il faut que vous définissiez comment on fait l'arrêté des comptes. Donc, si vous avez un associé qui part au 31 décembre 2024, au 31 décembre 2024, vous avez des charges qui sont payées, mais des charges qui sont dues aussi non payées, mais non payées, comme les congés payés de vos salariés. Vos salariés ont acquis des congés au 31 décembre d'une année, mais ils ne les ont pas encore pris. Vous avez par exemple pas encore payé la facture d'électricité. Vous n'avez pas payé toutes les cotisations sociales de vos salariés sur la dernière partie de l'année, etc., etc. Donc, on parle de compta d'engagement. Ça parle à certains, c'est-à-dire que moi, à mon sens, il est bien d'avoir écrit que quand il y a un arrêté des comptes, à la date de départ d'un associé, c'est sur la base d'une compta d'engagement. Et surtout, ce qui est très important, c'est que celui qui s'en va, il s'en va. Alors, je rappelle un point, on ne peut jamais retenir un associé qui souhaite s'en aller. Ça, c'est la liberté d'entreprendre. Un médecin qui souhaite cesser son activité professionnelle, il peut cesser son activité professionnelle. Vous ne pouvez pas la conditionner au fait d'avoir un successeur. Ça, vous oubliez. En revanche, vous pouvez insister pour que son départ soit qu'il ait respecté un préavis de départ. Et s'il ne respecte pas son préavis de départ, il est quand même tenu de payer ses charges jusqu'au bout.
C'est ça qui est important. Le préavis de départ pour vous, associés qui restez, c'est de pouvoir vous assurer que vous allez avoir ce préavis pour organiser un peu les choses. Dans le cadre, docteur, dans le cadre de votre cessation de la société de fait, on va être un peu sur ces sujets-là, c'est-à-dire que on arrête les compteurs. Est-ce que donc on partage les bénéfices? Est-ce qu'il y a des congés payés des salariés? Est-ce qu'il y a des salariés à licencier? Est-ce qu'il y a des contrats en cours? Donc vous allez faire un arrêté des comptes aussi de cette société de fait. Et je pense que c'est bien d'anticiper les choses, voir s'il y a des sujets compliqués. Est-ce que vous avez votre associé qui a pris plus de sous que vous, à tort, plus de quote-part de bénéfices? Et c'est bien d'anticiper avant qu'il s'en aille. Il faut passer par un cabinet d'avocats ou les comptables ou les notaires? Comment on gère ça? Alors après, je ne visualise pas comment vous êtes organisé. Moi, donc votre expert comptable, c'est nécessaire pour faire la clôture fiscale. Oui. Après, vous pouvez faire appel à un avocat ou à un notaire, bon, à condition qu'il fasse du droit des sociétés, mais ouais, plus quelqu'un qui connaît les problématiques des sociétés de fait et des professions réglementées. D'accord. Donc j'insiste, c'est mieux quand ces obligations, ces points sont vus en amont dans les statuts ou dans un contrat d'exercice en commun, que ce soit vu en amont que si c'est vu au moment du départ d'un associé, parce qu'au moment du départ d'un associé, cet associé voilà, va avoir moins envie de se contraindre à payer des choses dont il n'avait pas pensé, hein, qu'il n'avait pas anticipé. Est-ce que vous êtes concerné pour certains par certains ont des parts sociales de SCI ou de sociétés immobilières? Oui, des parts de SCI. Oui, des parts de SCI. Alors là, c'est le sujet catastrophique en général. Je le dis, moi je préconise que quand on a le départ d'un associé, en fait, votre société civile immobilière ou votre société immobilière, elle loge un actif immobilier, mais professionnel. C'est pour l'exercice de votre activité professionnelle. Donc, c'est bien qu'à un moment donné, on ait des professionnels qui soient dedans. Si vous avez des gens qui étaient professionnels mais qui n'y sont plus et qu'ils demeurent associés de la SCI, vous voyez bien qu'à un moment donné, vous n'allez plus aller dans la même direction. Vous avez un intérêt à ce que votre outil continue à être entretenu. Donc, vous allez faire des frais, vous allez faire des travaux, alors que peut-être votre associé qui a cessé son activité professionnelle voit que lui, il a besoin de cash parce que c'est son complément de retraite. Tout ce que j'évoque, hein, c'est assez humain. Hein. Donc, moi, ce que je préconise, c'est que les associés qui cessent leur activité professionnelle aient une clause d'obligation de proposer la vente de leur part de SCI. C'est-à-dire qu'ils sont obligés. Si vous, associé restant, vous n'avez pas la capacité, pas l'envie de racheter les parts de SCI, très bien. Mais que lui, il ait été obligé de proposer la vente de ses titres et que vous ayez la main, associé restant, pour dire, nous, on appuie sur le bouton pour les racheter ou pas. Alors nous, 9 cas sur 10, 9 fois sur 10, on a une problématique sur les SCI parce que l'associé ne veut pas partir ou l'associé veut bien partir, mais il va falloir lui payer le prix très fort, etc., etc. Et vous, associé qui restez, vous dites, nous, on continue à verser un loyer, mais on ne capitalise plus autant. On a un associé dans la SCI qui est dormant, donc qui ne va pas dans le même sens que nous. Et ça peut être très compliqué. Donc moi, je vous invite vraiment à refaire le tour de vos statuts ou de votre pacte d'associés pour voir si vous avez une pseudo-disposition dans ce sens-là. Et si vous n'en avez pas, travaillez là-dessus. Autre chose aussi qui est intéressant, parce que ça peut casser votre bazar quand même, hein, ça peut casser votre organisation, ça peut plutôt être le bazar et casser votre organisation, c'est-à-dire travailler aussi sur la valorisation des parts de SCI pour éviter qu'il y en ait un qui ait envie de demander une somme folle. Donc ça, c'est des précautions à prendre. Une question, docteur Prantel? Oui. Oui, moi je suis en procès avec mon associé qui est parti parce qu'il veut m'obliger à racheter ses parts de SCI au prix qu'il a choisi. Et je continue à payer le loyer pour deux alors que je suis toute seule, mais c'est pas grave. Mais voilà, comment est-ce que je peux envisager ça? Parce que là,
Lui, il veut m'obliger à racheter ses parts. Ouais. Alors, si tout dépend de ce que vous avez dans vos statuts. Soit il est Rien. dit dans vos statuts que de toute façon, l'associé partant, il a un droit de retrait, il a le droit d'imposer qu'on lui rachète ses titres. Ça aussi, c'est une très mauvaise idée. Non, moi, j'ai les statuts du Conseil de l'Ordre qui ont été signés et il n'y a rien dedans. Non, il n'y a pas de statut de SI au Conseil de Non, l'Ordre. de SCM. Et dans la SCI, ça a été fait par le notaire. Il n'y a pas d'obligation de rachat machin. Ça a été fait comme de l'immobilier simple. Donc, s'il n'y a pas d'obligation de rachat, sa procédure, elle est vouée à l'échec. Mais il faut vraiment Oui, vérifier s'il n'y a pas une petite clause qui vous oblige à racheter. il parle de perte d'affection. Voilà. Alors Puisqu'il a bon, il y a des gens qui sont aussi qui se nourrissent de contentieux et que on a beau leur dire que on voit pas trop comment il va aboutir, il y a des gens, ça leur fait plaisir de faire du contentieux. Bon. Là, il faudrait vraiment voir ce qu'on a dans les statuts, mais en fait, c'est pour ça que moi, je suis pas du tout d'accord qu'on mette une obligation pour les associés restants de racheter les parts, parce que ça peut être comme vous, dans votre cas, un gros problème économique, financier, vous n'avez pas la capacité. Par contre, en revanche, on ait cette obligation pour l'associé sortant de proposer la vente des parts à charge pour les associés qui restent, de décider si oui ou non ils rachètent, ça c'est intéressant. Avoir une clause d'obligation de rachat, on se retrouve dans une situation telle que la vôtre qui est détestable. Et puis, et là, bon, de toute façon, vous êtes accompagné dans le cadre du contentieux qu'il Ah y a. oui, j'ai 2 avocats et tout, mais bon, Ouais. après, il est parti, donc c'est déjà quelque chose. Ouais. Il a fait son retrait de la SCM, mais bon, ben voilà. Hein. Ouais, donc là, l'anticipation, vous voyez, enfin, pour tout le monde, l'anticipation des clauses qu'on peut mettre dans les SI vous évite de vous retrouver. Je ne peux pas anticiper le départ d'un associé dans le sens où un associé peut partir moyennant un préavis quand il veut. Donc, ce n'est pas l'anticipation du départ, c'est l'anticipation des conséquences, le but de ce webinaire. Et donc, toutes ces clauses-là que l'on peut mettre dans un pacte et dans les statuts va limiter les dégâts ou va permettre de ne pas avoir de difficultés quand vous avez un associé qui s'en va. Une question sur les dossiers médicaux. Est-ce qu'il y a une clause également pour prévoir l'avenir des dossiers médicaux du partant? Alors, du partant, en fait, soit il y a une succession professionnelle et dans ces cas-là, les dossiers médicaux sont repris en cas de la succession professionnelle. Ou autrement, en fait, les dossiers médicaux, je crois que c'est géré par le Conseil de l'Ordre derrière. Mais les associés en place n'ont pas l'obligation de reprendre tous les dossiers médicaux. C'est lui qui en reste responsable. Ce n'est pas les associés qui restent. Yes. Très bien. Est-ce que certains, vous m'aviez dit que personne n'était en société d'exercice libéral? Non. 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 Donc, il y avait un petit sujet aussi là-dessus. Alors, il y avait autre chose aussi. Alors, là, c'était sur le départ. Attendez, ça me... Non, ça ne veut pas. Non, il ne veut plus. J'avais une dernière diapo que je voulais vous présenter. Alors, le départ subi. Il y avait un petit point en plus que je voulais vous dire sur le départ subi, ce qui peut être en effet encore plus compliqué à gérer, c'est quand vous avez le décès d'un de vos associés ou la maladie d'un de vos associés. Donc, j'ai mis qu'un type d'assurance, mais vous en avez d'autres. C'est que c'est très, très important que vous gériez le sujet. Alors, j'ai mis l'assurance croisée des fins d'invalidité, c'en est un, mais il y en a d'autres qui me viennent à l'esprit. L'assurance croisée des fins d'invalidité, c'est le fait de vous associer, de vous assurer les uns les autres sur la tête des différents associés pour qu'en cas de décès ou d'invalidité d'un associé, il y ait un capital qui soit versé aux autres associés. Ce capital versé aux autres associés permet à ces associés de racheter les droits, les parts, la clientèle, les droits de l'associé décédé et de désintéresser le conjoint survivant. Alors attention, cette assurance croisée, je ne vous la conseille pas, par exemple en médecine générale, ou je ne vous la conseille pas parce que vous n'avez pas d'indemnité de clientèle forte.
Mais en revanche, on peut avoir des indemnités fortes en matière de biologie ou de radiologie. Je ne sais pas si on a ces professions-là autour de l'écran, mais l'assurance croisée d'essai invalidité peut être un atout quand il y a encore des valorisations fortes de parts de société ou de droits d'entrée, de droits de sortie. L'autre chose aussi, quand il y a un départ subi, c'est qu'est-ce que vous faites sur les charges de fonctionnement du cabinet? Alors moi, j'ai le cas, pareil, tout dépend du volume de charges que vous avez. Moi, je pense à un cabinet là aujourd'hui, notamment, où si vous avez le départ donc subi d'un associé ou la maladie, voire même la maladie d'un associé, est-ce que vous avez une assurance pour compenser le chiffre d'affaires ou la prise en compte des charges? Vous avez des charges de fonctionnement du cabinet pour 10 associés. Si vous avez un associé qui est malade, normalement, ça va se mutualiser, c'est pas très grave. Mais si vous êtes 3 associés et que vous en avez un qui est malade, que les 2 autres doivent continuer à payer les charges pour tout le cabinet, ou au moins une partie, comment vous allez faire? Donc, si vous décidez, non, nous, on continue à payer notre quote-part et l'associé qui est malade continue à payer sa quote-part même s'il est malade, ok, très bien. Mais dans ces cas-là, vous devez vous assurer pour avoir des indemnités journalières qui vont couvrir les charges de fonctionnement du cabinet. Donc, vous devez absolument faire le lien entre quelles sont vos obligations au sein du groupe dans lequel vous êtes, que vous soyez en activité malade, voilà, et mettre les assurances qui vont bien à côté pour éviter que vous soyez embêté. Le départ subi en cas de décès, il y a également, donc il y a cette assurance croisée, mais il y a également des règles qui peuvent s'envisager, à savoir, alors c'est un peu plus délicat psychologiquement, mais le fait que si vous êtes obligé de vous séparer de personnel salarié, il y a une répartition des charges avec la succession. Alors des fois, c'est plus un frein psychologique en disant on ne va pas faire payer ça à notre associé malade ou partant. Mais c'est des sujets, quoi qu'il en soit, que vous devez aborder. Voilà ce que je voulais vous dire de manière très succincte. Alors, en même temps, on a 3/4 d'heure, donc voilà, j'ai pris 50 minutes. Alors, forcément, je n'ai pas vu tous les sujets et sans doute que vous en avez plein d'autres. Donc, place aux questions, si vous en avez, avec plaisir. Je vous ai tous perdus. Il faut anticiper combien de temps à l'avance quand on sait à peu près qu'un associé s'en va. Donc, 6 mois avant, on fait un point avec un avocat ou... Ouais, moi avant, parce que vous imaginez bien que celui qui a fait toute sa carrière au sein d'un cabinet et à qui on va imposer des nouvelles règles 6 mois avant son départ, il ne va pas très bien le prendre. Donc, plus tôt vous anticiperez, mieux c'est. 6 mois, c'est même un peu tard au final. C'est mieux que rien. Mais en fait, le but de ces règles que je vous ai présentées, c'est d'en discuter au moment où il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sujet. Puisque les gens en discutent, vous vous mettez autour de la table et les gens en discutent de manière très sereine. Quand vous avez autour de la table un associé qui, de toute façon, part quelques mois après. Alors, on a des associés qui sont très souples, mais on peut aussi avoir des associés qui, financièrement, savent qu'ils n'auront pas les moyens, ils ne veulent rien savoir. Donc, si vous avez un associé qui part dans 6 mois, c'est mieux de mettre les pieds dans le plat maintenant. Mais plutôt, c'est encore mieux. Nous, on a eu un souci. On a un associé qui vient de partir, qui voulait absolument vendre sa patientèle une somme conséquente, qui du coup a fait fuir quand même les différents candidats. Très bonne question. Et finalement, on lui a imposé, mais parce qu'il a dit OK à la fin, que c'était sans reprise. Alors, très bonne question. Vous pouvez me rappeler, vous êtes en cabinet de médecine générale, hein? Oui. Oui, voilà. Donc, très bon sujet, très bonne hypothèse.
je vous invite également qu'il y ait une valorisation du cabinet ou pas, qu'on soit en médecine générale ou on dise c'est une valeur symbolique ou qu'on soit sur des valorisations plus élevées sur certaines spécialités. Il est extrêmement important de travailler sur ce sujet. C'est-à-dire que vous avez peut-être là un ancien associé qui est resté 20 ans en arrière où en fait il avait peut-être payé 50 ou 60 ou 80 000 euros sa clientèle au départ et qui se dit moi je l'ai payé au départ, je vais la revendre. Et ça fait un frein pour l'arrivée de nouveaux associés qui disent non mais n'importe quoi. Et bien, très bon sujet. Même chose quand vous discutez de votre contrat, rediscutez de votre contrat d'exercice en commun, il faut l'écrire ça, qu'il n'y a pas d'indemnité de présentation de clientèle. Et on Qu'il y peut, ait- pardon, Ouais. par exemple, dire bah, tous les 5 ans, on refait le point sur cette clause, par exemple. Bien sûr. Moi, par exemple, sur un dossier de médecin spécialiste, on n'était pas sur zéro en valorisation, mais on avait une vraie difficulté puisque c'est une profession où on a des financiers qui arrivent, qui sont capables de racheter plusieurs millions d'euros. Nous, c'est un cabinet qui est indépendant et ne voulait pas qu'il y ait cette foire d'empoigne et ce référentiel qui soit pris par rapport à des valorisations qui sont complètement incohérentes. Donc, on a mis une valorisation qui permet d'intégrer de jeunes associés à un prix tout à fait acceptable, mais que les conditions de sortie soient aussi acceptables pour ceux qui s'en aillent. Donc, moi, je vous invite, vous, si vous, dans votre organisation, la valeur de la clientèle aujourd'hui, c'est 0, vous dites, ben voilà, vous changez votre contrat et vous actez ça, et vous dites qu'en effet, il y a une clause de revoyure dans 5 ans si les données doivent changer. Comme ça, c'est clair, c'est net et ça évite de faire fuir de potentiels candidats. Ok. Une autre question, il y a toujours existence le droit de présentation de clientèle et quel calcul actuellement et quelle réalité dans la conjoncture actuelle? La notion de droit de présentation à la clientèle existe toujours, qu'il soit financier ou pas. C'est-à-dire, je succède à un médecin généraliste, il y a cette présentation, c'est-à-dire que je dois être présentée à la clientèle. Donc, cette notion, elle existe toujours d'un point de vue juridique. Par contre, financièrement, c'est très aléatoire. En médecine générale, on n'a quasiment pas d'indemnité. Sur des spécialités, on en a. Donc, c'est très aléatoire selon les spécialités. Vous avez des spécialités comme l'anesthésie, ou enfin moi, les dossiers que j'ai, il y a une intégration à 0, ou c'est un ticket symbolique. Vous avez, par contre, en ophtalmologie, ça va être un peu plus. En médecine générale, ça va être vraiment du symbolique. Donc, c'est très aléatoire. Aujourd'hui, c'est toujours au regard de la démographie, les prix sont plutôt bas. Si on parle de médecine générale, pédiatrie, anesthésie, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Cardiologie aussi. Les tickets ne sont pas élevés. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. D'autres questions? Est-ce que ça vous a intéressé? Est-ce qu'on a traité des sujets auxquels vous attendiez ou pas du tout? Excusez-moi, nous qui avons une société de fait, est-ce qu'il y a un intérêt à passer sur alors une SCM de fait, mais est-ce qu'il y a un intérêt de faire une SCM? Alors, la société de fait, pour moi, la SCM de fait, hein, par rapport à votre projet, enfin à votre dossier, pas la société de fait de partage honoraire. Et la SCM de fait, pour moi, l'énorme sujet, c'est par rapport aux salariés. Ok. Si jamais on doit le licencier au moment où il y a un départ. Alors, pas que, c'est que si vous êtes en société de partage de moyens de fait, comme c'est votre cas, quand vous prenez les décisions pour le personnel salarié, vous êtes censés être tous d'accord. Ok. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, en principe, d'un point de vue juridique, la société de fait n'a pas d'existence juridique. Donc, l'employeur, c'est qui? D'un point de vue juridique. C'est vous, c'est votre confrère,
Il n'y a pas d'existence juridique. Donc là, moi, j'ai toujours, autant la société de fait de partage d'honoraires, je trouve que c'est un super système, tout le monde veut s'en défaire, mais je trouve que c'est un super truc. Ça peut être un super montage. La société de moyens de fait, je trouve que oui, pourquoi pas, mais à partir du moment où on a du personnel salarié, je suis vraiment moins fan. Parce que la société de moyens de fait n'a pas d'existence juridique. Donc, qui est l'employeur? Pourtant, on a un SIRET. Étonnamment, on a. Oui. Bon, oui, donc ça ne la gêne pas. Ah oui, d'accord. Pas de problème. OK, mais là, je parle juridique. Donc, tant qu'il ne se passe rien, on ne vous dit rien. Moi, vous me posez la question, je vous dis, bon, Ouais. un peu moyen. D'accord. Écoutez, je pense qu'on arrive à l'heure limite, on va clore le webinaire. Donc, si on comprend bien, il y a besoin vraiment d'avocats aussi pour anticiper et accompagner. Il est quand même conseillé de consulter même ponctuellement des avocats pour faire ces démarches, non? Oui, après, voilà, je pense qu'aujourd'hui, enfin, nous, ce qu'on voit, c'est que vous n'avez pas besoin de mettre votre nez tous les 4 matins dans vos contrats, vous avez d'autres choses à faire. Voilà, c'est pas du tout l'idée. Par contre, les revoir, par exemple, à chaque intégration ou à chaque sortie, ou au moins une fois tous les 5 ans, c'est pas mal d'avoir un œil dessus. S'il ne s'est rien passé pendant les 5 ans, parce que le contexte évolue. Donc, l'idée, c'est pas de se prendre la tête avec ça tous les 4 matins, mais au moins d'avoir un œil dessus. Nous, en fait, on est un peu embêtés quand on doit, c'est notre job, mais on fait du conseil et un peu de contentieux. Mais en fait, quand on voit que le litige qu'il y a entre associés aurait pu éviter si on avait anticipé certaines clauses dans les contrats. Ça nous chiffonne. Voilà. Et puis vous avez d'autres choses à faire, avoir des conflits avec vos associés, c'est pas votre tasse de thé, vous avez d'autres choses beaucoup plus intéressantes à faire. Voilà, c'est un peu le message. Donc, anticiper, c'est le mot-clé. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. N'hésitez pas à poser des questions ensuite si vous avez des Merci. questions. On les traitera également secondairement. N'hésitez pas. Et vous pouvez distribuer le support, hein, si certains sont D'accord. intéressés, il On n'y va a pas de l'envoyer sujet. on va l'envoyer. Voilà, bonne journée à vous. Merci, bonne Merci, journée. monsieur.